Bienvenue sur Shadow Manhwa. Si tu kiffes les résumés de manhwa, abonne-toi et profite de chaque histoire. L'histoire commence par une nuit pluvieuse, nous voyons des hommes se battre contre des assassins. Les assassins avaient déjà tué beaucoup de gens. Le chef des hommes leur demanda depuis combien de temps ils allaient continuer à les attaquer. Les assassins ignorèrent l'homme et chargèrent sur eux, les hommes levèrent leurs lames et se battirent pour se défendre. 3 assassins chargèrent sur le chef, ils lui dirent qu'il allait mourir, l'homme les déchira facilement. Bien qu'il ait pu s'occuper des assassins, le chef savait qu'ils étaient encore trop nombreux. Il traita les assassins de bâtards. Il savait qui avait envoyé les assassins contre lui. Il ne pouvait pas croire qu'il le poignarderait dans le dos après qu'il ait conclu un accord avec eux. Il regarda la voiture derrière lui et promit de protéger la personne à l'intérieur. L'homme demanda à ses subordonnés de tenir avec tout ce qu'ils avaient. Il les assura que l'aide était en route. Au moment où il dit cela, quelqu'un jeta une tête de personne par terre. Il demanda au chef si c'était l'aide à laquelle il faisait référence. Le chef fut choqué de voir cela. Il ne pouvait pas croire que leur renfort avait été anéanti. Il se demanda comment cela avait pu arriver. Il ne savait pas qui les avait tués. Au moment où il releva la tête, il vit le chef de l'alliance Murim avec les assassins. Cet homme est connu comme la première épée transperçant les cieux. Son nom est Dame Shunak. Shunak s'approcha du chef. Il dit que le pouvoir du pavillon de glace est vraiment redoutable. Il dit au chef qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit capable de se battre contre eux. Le chef sourit en entendant cela. Il dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit arrogant. Il dit au chef de l'Alliance qu'il aurait eu des ennuis s'il avait rencontré son maître. Les assassins furent agacés d'entendre cela. Ils ne pouvaient pas croire qu'un barbare parlait grossièrement à leur maître. Ils dirent qu'il lui coupait la langue. Ils promirent de le tuer là, avant que les assassins ne puissent faire quoi que ce soit. Une femme sortit de la voiture et leur demanda d'attendre. Le chef fut surpris de voir la femme connue comme Weyon. Weyon lui demanda de ne pas s'inquiéter pour elle. Shunak demanda aux assassins de reculer quand il vit la femme. Weyon s'approcha de lui. Shunak ne pouvait pas croire que sa fille avait été trompée par des barbares et avait fini par s'enfuir. Il lui dit qu'il n'avait jamais été aussi embarrassé auparavant. Il tendit la main et lui dit que tout le monde fait des erreurs. Il dit qu'elle pouvait être pardonnée. Il lui dit qu'il allait lui donner une dernière chance de rentrer en tant que sa fille. Il croyait qu'elle allait faire le bon choix parce qu'elle est intelligente. Weyon demanda à son père s'il laisserait les hommes vivre si elle rentrait avec lui. Shunak la fusilla du regard. La femme comprit ce qu'il essayait de dire. Elle s'excusa auprès de lui. Shunak ne s'attendait pas aux excuses. Il réalisa qu'elle ne partait pas avec lui. Il leva son épée. Le chef fut choqué de voir cela. Shunak utilisa son épée pour abattre sa propre fille. Il se tourna et dit qu'il n'avait plus de fille. Il dit qu'elle avait été influencée par des barbares. Il dit aux assassins que leur mission unique est de récupérer l'âme des plaines centrales. Il leur demanda de nettoyer le désordre. Les assassins se précipitèrent pour attaquer les hommes blessés quand ils entendirent cela. Le chef élimina 3 assassins qui s'approchèrent de lui. Il demanda à ses hommes de se battre jusqu'au bout. Les hommes acceptèrent ses ordres et commencèrent à se battre sans peur. Tandis qu'elle était par terre, Weyon se dit qu'elle devait retourner quelque part. Elle s'excusa auprès de quelqu'un dans sa tête pour ne pas avoir tenu sa promesse. Elle dit que ce serait différent la prochaine fois. La scène change et nous sommes emmenés dans un palais. Nous voyons quelqu'un rapportant à son maître. Son maître lui demanda de répéter ce qu'il avait dit. Le nom du maître est Seol Mudok. Il est le maître du palais de la mer du Nord et notre protagoniste. Son subordonné lui révéla que Lord Bemuyu, qui était allé à la réunion en tant qu'envoyé pour conclure les négociations avec l'Alliance Murim, s'était battu contre l'Alliance. Lui et son groupe avaient été anéantis. Au moment où il entendit cela, Mudok libéra son énergie froide terrifiante dans son palais. Ses subordonnés ne bronchèrent pas, ils restèrent simplement debout. Avec un air de colère sur le visage, Mudok dit qu'il ne pardonnerait jamais à l'Alliance Murim. Il promit de les rayer de la carte. Il demanda à ses subordonnés de se préparer. Les hommes se rassemblèrent rapidement dehors. Mudok leur dit qu'ils allaient aux plaines centrales. Dans la scène suivante, nous sommes emmenés sur un champ de bataille couvert de neige. Nous voyons un Shunak blessé luttant pour rester en vie. Plusieurs lames sortaient de son corps. Il regarda autour de lui et vit d'innombrables corps morts. Il ne pouvait pas croire que toute son armée avait été anéantie. Il remarqua que son énergie interne était épuisée. Il réalisa que ce pourrait être la fin pour lui. Il demanda au maître du palais de la mer du Nord de le tuer maintenant. Mudok le fusilla du regard quand il entendit cela. Il s'approcha de lui. Il demanda à Shunak de lui dire pourquoi il avait tué sa fille. Shunak rit quand il entendit cela. Il demanda à Mudok d'arrêter de poser une question stupide. Avec un air dérangé sur le visage, il dit que la fille du chef de l'Alliance ne pouvait pas jouer à des jeux amoureux avec un barbare comme lui. Il dit que ça aurait été une plus grande erreur de laisser Weyon vivre. Mudok leva la main et rassembla son énergie. Avec un sourire effrayant sur le visage, Shunak dit à notre garçon qu'il n'obtiendrait pas ce qu'il voulait le plus même s'il avait pris le contrôle des plaines centrales. Au moment où il dit cela, Mudok perça son cœur avec son épée qu'il lança sur lui. Shunak ne pouvait pas croire que c'était comme cela qu'il allait mourir après tout.
des souvenirs de sa fille lui traversèrent l'esprit, il se rappela comment il l'avait élevée. Il se demanda pourquoi elle l'avait trahi et s'était associé à un bâtard. Il se rappela comment il avait abattu Wei-Yon. L'homme dit qu'il était furieux et rancunier. Avec la mort du chef de l'Alliance Murim, la grande bataille sanglante de 6 ans prit fin, la légende vivante du palais de la mer du Nord devint ce jour-là le dirigeant incontesté des plaines centrales. Cependant, Mudok ne montra aucune émotion, il contempla simplement la lune. La scène change et nous sommes emmenés dans la chambre de Mudok. Nous voyons une fleur qui semble avoir perdu ses nutriments. Notre garçon réalisa que cette fleur était la seule chose qui lui restait, il pensa à comment il avait obtenu la fleur. Dans le passé, Wei-Yon fit irruption dans sa chambre pendant qu'il écrivait, elle le désigna comme Gaga. Il lui demanda ce qui s'était passé. La femme lui demanda de regarder la fleur. Elle dit que le lotus de l'amour avait enfin fleuri. Mudok fut surpris d'entendre cela, il se rappela que le lotus de l'amour est une fleur qui fleurit quand les amants s'aiment vraiment. Avec des larmes dans les yeux, Wei-Yon dit à notre garçon qu'elle n'avait jamais douté de ses sentiments. Elle lui expliqua qu'elle était en fait contrariée que le lotus ne fleurisse pas. Elle dit qu'elle allait bien maintenant qu'il avait fleuri magnifiquement. Elle était heureuse de voir que son amour n'était pas à sens unique. Elle dit que Mudok l'aimait vraiment. Notre garçon la serra dans ses bras. Il lui dit qu'il ne pouvait aimer personne d'autre qu'elle. Mudok fut reconnaissant envers la fleur d'avoir rendu Wei-Yon si heureuse. Il décida de remplir le jardin de lotus de l'amour afin de se rappeler Wei-Yon. Il tapota doucement la fleur. Il dit qu'il ne pouvait pas oublier la femme peu importe combien il essayait. Immédiatement après qu'il ait dit cela, la fleur refleurit. Notre garçon fut choqué de voir cela. Il ne savait pas comment c'était possible. Il appela quelqu'un connu comme Muyong. L'homme apparut derrière lui. Mudok lui ordonna de trouver quelqu'un qui puisse expliquer ce qui venait de se passer. Il lui demanda de trouver la bonne personne, même s'il devait fouiller toutes les plaines centrales. Muyong accepta l'ordre de son maître et disparut. Quelques jours plus tard, nous voyons les Mambakja qui sont dit connaître tout dans le monde rassemblés au palais de la mer du Nord. Les hommes ne savaient pas pourquoi ils avaient été appelés. Tandis qu'ils parlaient, quelqu'un leur demanda de sortir. Les hommes furent surpris d'entendre une voix du ciel. Ils décidèrent tous de sortir. Quand ils entrèrent dans le jardin, ils virent quelque chose de choquant. Ils virent un jardin rempli de lotus de l'amour. Chacune des fleurs avait fleuri. L'un d'eux dit que c'était la première fois qu'il voyait un jardin comme celui-ci. Le lotus de l'amour est une fleur que certains pourraient ne pas voir même une fois dans leur vie, et pourtant il y avait un jardin rempli de cela. Les hommes remarquèrent que le caractère de l'amour était inscrit sur les tiges comme s'il y avait été brodé. Ils étaient certains qu'ils regardaient le lotus de l'amour, tandis qu'ils regardaient les fleurs. Mudok apparut derrière eux. Il leur demanda s'ils aimaient cela. Les hommes se tournèrent et dirent qu'ils aimaient. L'un d'eux lui demanda son identité. Notre garçon partagea son nom avec eux. Il dit qu'il était le propriétaire du jardin. Les hommes furent choqués de voir le dirigeant absolu des plaines centrales. Mudok leur révéla qu'il et son amante avaient fait fleurir un lotus de l'amour avec leur amour. Il leur dit que la fleur était morte quand son amante était morte. Il leur expliqua que la fleur s'était soudainement ranimée il y a quelques jours. Les hommes furent choqués d'entendre cela. Ils ne pouvaient pas croire qu'un lotus de l'amour s'était ranimé. C'était un phénomène étrange pour eux. Un homme plus âgé parmi eux dit qu'il y avait une possibilité. Mudok apparut devant l'homme et lui demanda de le dire. Il dit que la réincarnation pourrait faire cela. Il expliqua à Mudok que son amante s'était réincarnée quelque part ailleurs dans le monde. Avec un air effrayant sur le visage, notre garçon demanda à l'homme s'il disait la vérité. L'homme devint nerveux quand il vit l'air sur son visage. Il dit qu'il n'y avait pas d'autre explication pour que le lotus de l'amour refleurisse. Mudok sourit en entendant cela. Il avait enfin un peu d'espoir. Notre garçon accomplit le vœu longtemps chéri du palais de la mer du Nord en entrant avec succès dans les plaines centrales et en unifiant toute la région. Cependant, tout ce qui lui restait était le vide, alors que la mer du Nord prospère, le désir de Mudok pour son amante grandit. Il demanda au vieil homme de lui dire comment il pouvait trouver Wei-Yon. Selon l'homme, le lotus de l'amour brille faiblement quand les deux amants sont au même endroit. Il dit au maître du palais que le lotus de l'amour brillerait quand il trouverait son amante. En entendant ce qu'il dit, Mudok réalisa que le lotus de l'amour que Wei-Yon lui avait montré brillait. Il n'y avait pas pensé sur le moment, il ne s'attendait jamais à ce qu'il cache un secret. Le sage expliqua à Mudok qu'il serait difficile pour lui de porter une fleur vivante partout. Il lui conseilla de transformer le lotus de l'amour en bijou à porter avec lui. Notre garçon lui demanda si c'était possible de faire cela. L'homme lui dit que c'était. Mudok se tourna et dit à l'homme qui lui confiait tout. Il dit qu'il partirait dans 10 jours. Il lui demanda de faire tous les préparatifs d'ici là. L'homme accepta son ordre. Mudok révéla aux Mambakja qu'ils recevraient chacun 100 nians d'or si les choses se passaient bien. Les hommes furent choqués d'entendre cela. Ils lui demandèrent s'il était sérieux. Mudok leur dit qu'il partait maintenant. Les hommes inclinèrent la tête et lui demandèrent de prendre soin de lui. Dans sa chambre, notre garçon regarda par sa fenêtre. Il ne pouvait pas croire qu'on lui avait donné un peu d'espoir à nouveau. Il se promit qu'il ne lâcherait pas cet espoir. Il dit qu'il trouverait Wei-Yon peu importe où elle est.
il demanda à son amante de l'attendre. Dans la scène suivante, nous sommes emmenés sur un navire, le navire voguait quelque part. Nous voyons Murdoch à l'intérieur du navire, il regardait une carte, il remarqua qu'il était allé dans la plupart des endroits, il réalisa que le dernier endroit restant était Henan. Cela faisait 3 ans et 5 mois que notre garçon avait commencé à chercher Wei-Yon, il ne l'avait trouvé nulle part dans les plaines centrales. Pendant ce temps, Murdoch était passé du royaume de transformation au royaume profond et avait vécu une métamorphose complète 2 fois. Notre garçon croyait que son amante devait être à Henan, il toucha son bijou et se rappela ce qu'il lui avait dit, la scène change et nous sommes emmenés dans le passé. Nous voyons Murdoch frapper la table. Il dit à Wei-Yon qu'elle n'avait pas besoin d'y aller, il lui demanda pourquoi elle voulait partir. Wei-Yon lui expliqua que son père avait personnellement décidé d'assister à cette négociation. Elle dit que son père comprendrait ses intentions si sa fille assistait à la négociation. Murdoch lui dit que la négociation pourrait être un piège. Wei-Yon lui expliqua qu'elle voulait faire confiance à son père pour une fois, elle le supplia de la laisser assister à la négociation. Après y avoir pensé, notre garçon céda à sa requête, il lui demanda de rentrer immédiatement si quelque chose semblait suspect. Wei-Yon fut heureuse d'entendre cela. Elle mit la main dans ses vêtements, elle dit à Murdoch qu'elle voulait lui donner quelque chose, notre garçon lui demanda ce que c'était. Elle sortit un collier et dit que c'était un souvenir de sa mère décédée. Elle dit que sa mère lui avait dit que le collier avait le pouvoir de retourner à la personne qui l'avait donné. Elle donna le collier à Murdoch et lui dit qu'il le ramènerait toujours à elle, avec un sourire sur le visage. Wei-Yon demanda à son amant de ne pas s'inquiéter, elle promit de ne jamais quitter son côté, Murdoch réalisa qu'il aurait dû l'empêcher d'y aller à l'époque. Pendant qu'il dormait, notre garçon entendit des gens crier au-dessus de lui, ils dirent qu'une tempête arrivait, quand il alla sur le pont. Il vit tout le monde désespérément essayer de se tenir au navire. Murdoch ne s'attendait pas à ce qu'une tempête apparaisse soudainement, il remarqua qu'il était sous l'ombre de quelque chose. Quand il se tourna sur le côté, il vit une énorme vague prête à avaler le navire. Murdoch couvrit son corps de cuir protecteur. Il se maintint en place avec une technique connue comme le marteau de 1000 livres. Cette technique le protégea quand l'eau poussa certaines personnes sur le navire, des gens furent poussés dans la mer, ils crièrent pour de l'aide. Une petite fille et son père appelèrent la mère dans l'eau, Murdoch leva rapidement des planches à côté de lui avec une technique connue comme la saisie télékinétique. Il lança les planches dans l'eau et s'en servit pour attraper les gens dans l'eau, il voulait les ramener sur le navire. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, un homme à côté de lui dit que la vague revenait. Immédiatement après que l'homme ait dit cela, Murdoch se tourna pour voir la vague ridiculement grande, les gens à bord commencèrent à perdre espoir, ils se tinrent à tout ce qu'ils pouvaient. Notre garçon savait que le navire ne pouvait pas supporter une autre vague, il réalisa qu'il n'y avait qu'une seule option restante, il posa la main sur son épée et la sortit lentement. Son épée libéra une énergie froide quand elle fut sortie, les gens ne comprirent pas pourquoi tout était si froid. Murdoch décida de geler la vague, il voulait utiliser une technique appelée vent de glace gelante. Avant qu'il ne puisse utiliser la technique, le bijou commença à briller. Murdoch fut choqué de voir cela. Une lumière vive du ciel perça à travers la vague et brilla sur lui. Notre garçon utilisa sa main pour couvrir son visage de la lumière aveuglante. Murdoch commença à flotter. Il disparut soudainement pendant qu'il était en l'air. Après qu'il ait disparu, quelque chose d'incroyable se produisit, la tempête disparut et les nuages se dissipèrent. Les gens ne comprirent pas ce qui se passait. Quand Murdoch ouvrit les yeux, il se trouva dans un espace exigu. Il réalisa qu'il était dans une voiture. Notre garçon ne savait pas comment il était arrivé ici, il était certain qu'il était en train de se battre contre une tempête au milieu de la mer. Tandis qu'il essayait de réfléchir, il entendit quelqu'un crier, il réalisa que quelqu'un était proche. Dehors la voiture, nous voyons différents hommes s'enfuir de moustiques géants, les moustiques attrapèrent certains des hommes et les blessèrent. 2 filles se cachèrent à côté d'un arbre et regardèrent les hommes courir. Un homme tenant un couteau désigna les filles comme Savina et Annie. Un garçon à côté de lui leur dit qu'il les sauverait. Murdoch détruisit la voiture avec son énergie et écrasa certains moustiques à côté. Le garçon et l'homme se tournèrent quand ils entendirent le bruit fort. Le chef du groupe fut choqué de voir que la voiture de première classe était détruite. Quand la poussière se dissipa, ils virent Murdoch debout à côté de la voiture. Notre garçon supposa qu'il était dans une forêt quelque part dans les plaines centrales. Quand il regarda autour de lui, il vit les marchands, il remarqua qu'ils avaient l'air différents et des vêtements différents. Il supposa qu'ils étaient des étrangers. Il crut qu'il était dans une partie différente des plaines centrales. Quand Murdoch leva les yeux, il vit des mouches géantes. Notre garçon fut choqué de les voir, il n'avait jamais vu de mouches aussi grandes. Le fait qu'ils étaient des étrangers et d'énormes mouches devant lui, Murdoch commença à se demander l'endroit où il se trouvait, l'une des mouches se précipita pour l'attaquer, notre garçon esquiva facilement l'attaque, il utilisa une technique connue comme la paume de glace blanche divine pour attaquer la mouche. La mouche gela et se brisa. Murdoch ne pouvait pas croire qu'une simple bête attaquerait un humain juste parce qu'elle avait un peu grandi.
Il dit que c'était impardonnable, il rassembla son énergie et chargea sur les monstres poings, et les figea tous en un instant, les mouches explosèrent immédiatement et se transformèrent en minuscules éclats de glace. Notre garçon pensa que cela suffisait pour de tels insectes pathétiques. Les marchands furent choqués de voir ce qu'il avait fait, le chef s'approcha de Mudok et essaya de lui parler. Il dit que son nom est Edmund Roel, il dit qu'il est le chef de l'association des marchands Roel. Edmund inclina la tête et remercia Mudok d'avoir sauvé leur association. Il désigna notre garçon comme un épéiste magicien et lui demanda s'il pouvait lui dire son nom. Malheureusement pour Edmund, Mudok ne comprit pas un seul mot de ce qu'il dit. Notre garçon fut quand même capable de deviner que l'homme le remerciait grâce à ses gestes. Il dit à Edmund qu'il ne comprenait pas les langues étrangères. Il lui demanda s'il y avait quelqu'un qui pouvait parler la langue des plaines centrales. Les marchands ne comprirent pas ce qu'il disait. Edmund se tourna vers l'homme aux lunettes et lui dit quelque chose. Mudok essaya de demander à l'homme s'il n'y avait vraiment personne qui comprenait la langue des plaines centrales. Il se demanda comment il allait leur expliquer les choses. Tandis qu'il réfléchissait, l'un des hommes courut vers Edmund et lui dit quelque chose. Il ouvrit la main et lui montra une bague. Mudok se demanda à quoi il voulait utiliser la bague. Edmund prit la bague et lança un sort. Il mit la bague et fit une pose bizarre pour terminer le sort. Mudok fut choqué de voir la pose étrange. Après qu'il eut fini, Edmund lui demanda s'il pouvait maintenant le comprendre. Notre garçon fut surpris de voir cela. Il ne pouvait pas croire qu'il était maintenant capable de parler couramment la langue des plaines centrales. Il lui demanda si c'était le pouvoir de la bague. Edmund fut surpris d'entendre parler de la langue des plaines centrales. Il se présenta à nouveau et remercia Mudok de les avoir sauvés. Il le désigna comme monsieur l'épéiste magicien et lui demanda son nom. Notre garçon dit à l'homme son nom. Il lui dit qu'il ne savait pas ce qu'était un épéiste magicien. Edmund fut surpris d'entendre cela. Il expliqua à Mudok qu'un épéiste magicien est quelqu'un qui utilise à la fois la magie et les épées comme lui. Notre garçon demanda à l'homme de lui dire ce qu'était la magie. Edmund fut choqué d'entendre cela. Il ne pouvait pas croire que quelqu'un qui venait d'utiliser de la glace devant eux ne savait pas ce qu'était la magie. Il se demanda d'où venait Mudok. Notre garçon remarqua que l'homme était perdu dans ses pensées. Il l'appela. Edmund se demandait comment il allait commencer à expliquer les choses à Mudok. Notre garçon fut en colère de voir que l'homme l'ignorait. Il s'approcha de lui et leva la main. Il libéra une énergie froide de sa main et demanda à Edmund de répondre à sa question rapidement. Edmund devint nerveux en voyant cela. Il réalisa que la personne devant lui était folle. Il décida simplement de lui expliquer les choses. Il ne voulait pas découvrir ce qui se passerait si Mudok se déchaînait. Il dit à notre garçon qu'il allait expliquer. Il lui demanda de se calmer. Le soir, nous voyons les deux assis près d'un feu. Mudok fut surpris d'apprendre l'existence de quelque chose appelé magie dans cette partie des plaines centrales. Il réalisa que le monde était assez vaste. Edmund fut soulagé de voir que notre garçon s'était enfin calmé. Il lui demanda où se trouvaient les plaines centrales. Mudok fut surpris d'entendre cette question. Il demanda à l'homme s'il ne savait pas où il se trouvait en ce moment. Edmund ne comprit pas ce que disait notre garçon. Notre garçon lui expliqua qu'il était étrange de ne pas savoir où se trouvaient les plaines centrales quand on y était soi-même. Edmund devint plus certain que Mudok était fou. Il lui expliqua que ce n'étaient pas les plaines centrales. Il lui dit qu'ils étaient dans une forêt menant à la capitale du royaume de Drake. La capitale est connue comme Baran. Mudok dit qu'il n'avait jamais entendu personne appeler les plaines centrales le royaume de Drake. Il demanda à Edmund s'il était déjà sénile même s'il n'était pas si vieux. Le marchand fut agacé de voir qu'un fou lui disait qu'il était sénile. Il révéla à Mudok qu'il avait 50 ans. Il lui dit qu'il s'inquiétait pour lui parce qu'il insistait à dire que cet endroit était les plaines centrales. Notre garçon devint en colère en entendant cela. Il pointa un arbre et dit à Edmund qu'il pouvait demander au gamin qui les épiait derrière l'arbre. Le garçon sortit quand il se rendit compte qu'il avait été repéré. Edmund demanda au garçon nommé Léo pourquoi il était là. Mudok demanda au garçon de répondre honnêtement. Il lui demanda si c'était les plaines centrales ou le royaume de Drake. Léo ne put pas lui répondre. Mudok lui demanda pourquoi il ne parlait pas. Edmund lui expliqua que Léo ne comprenait pas ses mots. Il enleva sa bague et demanda à Mudok de la prendre. Il lui demanda de la mettre à son doigt et de crier « Interprétez la langue ». Edmund ne voulait pas vraiment prêter un artefact aussi cher avec un interpréteur de langue à un fou. Cependant, il ne pouvait pas supporter le fait que Mudok le voyait comme un vieil homme sénile. Notre garçon mit la bague et fit comme l'homme l'avait indiqué. Au moment où il dit « Interpréter la langue », il vit différents symboles autour de lui. Il remarqua rapidement qu'il pouvait maintenant comprendre les étrangers. Il trouva la magie incroyable. Il se tourna vers Léo et lui demanda son nom. Le garçon lui dit son nom. Mudok demanda à Léo s'ils étaient dans les plaines centrales ou le royaume de Drake. Léo lui demanda où se trouvaient les plaines centrales. Il lui expliqua que c'était une forêt menant à Baran. Mudok fut choqué d'entendre cela. Il demanda au garçon s'il était aussi en train de devenir sénile. Il demanda à Edmund s'il était celui qui lui avait demandé de dire cela.
Le marchand lui dit qu'il ne l'avait pas fait, il lui demanda de demander aux autres membres de son association de marchands s'il était suspicieux. À cause de sa réaction, Mudok put deviner que l'homme ne mentait pas, il se rappela quelque chose d'étrange, il se souvint qu'il se battait contre une tempête sur un navire, quand il avait ouvert les yeux, il était déjà dans une voiture. Mudok réalisa qu'il avait été téléporté ailleurs. Au moment où il réalisa cela, il sentit une douleur dans sa poitrine, la douleur disparut rapidement. Il se demanda quel était le sentiment étrange qu'il avait eu dans son dentian. Edmund lui demanda s'il le croyait maintenant. Mudok remarqua que l'énergie ici était très différente de tout ce qu'il avait connu, il réalisa que quelque chose n'allait pas, il se leva et marcha dans les bois, il décida de vérifier les choses par lui-même. Edmund fut surpris de le voir se lever, il appela. Tandis qu'il marchait plus profondément dans la forêt, Mudok remarqua que cet endroit avait une énergie pure. Il devint certain que ce n'étaient pas les plaines centrales. Notre garçon sauta hors des bois, tandis qu'il était en l'air, il rassembla et comprima son énergie. Après avoir comprimé son énergie, Mudok la libéra dans son corps, il remarqua que la quantité de QI accumulée dans son dentian avait doublé, il se tourna et redescendit. Il se demanda pourquoi il avait été téléporté ici au lieu d'un endroit dans les plaines centrales, il était toujours concentré sur la recherche de Wéyon. Avant d'atterrir au sol, son collier sortit de ses vêtements. Mudok se demanda s'il avait été envoyé ici à cause de la lumière émise par le collier plus tôt. Il se rappela que son amante lui avait dit que le collier avait le pouvoir de retourner à la personne qui l'avait donné. Notre garçon pensa qu'il avait été envoyé ici pour chercher Wéyon, il sourit en atterrissant, il se dit que Wéyon devait être ici. Au camp, le subordonné d'Edmund lui demanda où était allé son nouvel invité. Edmund dit qu'il ne savait pas, il lui dit que notre garçon était imprévisible. Au moment où il dit cela, Mudok apparut. Il expliqua à Edmund qu'il avait des affaires à régler. Il lui dit qu'il avait une question pour lui. Edmund remarqua que notre garçon souriait, il trouva cela effrayant, il demanda à Mudok de lui dire sa question. Mudok lui demanda si Léo disait la vérité quand il avait dit qu'ils étaient dans le royaume de Drake. L'homme lui dit que Léo disait la vérité, il assura qu'ils atteindraient Baran s'ils voyageaient un peu plus loin. Mudok lui demanda de lui dire où se trouvait Baran. Un petit garçon à côté d'Edmund demanda à notre garçon s'il ne connaissait rien de cet endroit. Il lui demanda s'il avait passé tout son temps à s'entraîner dans les montagnes. Le garçon dit qu'il avait entendu des histoires sur des personnes excentriques comme lui. Il dit que c'était la première fois qu'il voyait une personne excentrique en chair et en os. Mudok décida d'accepter l'explication du garçon. Il leur dit qu'il s'entraînait dans les montagnes et qu'il venait juste de sortir aujourd'hui pour découvrir le monde. Il dit que c'était pourquoi il ne connaissait rien. Mudok n'avait jamais entendu parler d'endroits comme le royaume de Drake et Baran. Il décida d'obtenir plus d'informations sur l'endroit du gamin, à cause du fait que certains d'entre eux avaient des yeux de couleurs différentes. Notre garçon supposa qu'il était dans le pays des barbares de l'Ouest dont il n'avait entendu parler que vaguement. Le garçon fut heureux d'entendre ce que dit Mudok, il fut heureux de voir qu'il avait raison, il désigna notre garçon comme monsieur l'épéiste magicien et proposa de lui enseigner quelque chose. Mudok accepta son offre, le garçon avança et lui demanda de le suivre. Mudok demanda au garçon son nom, le petit garçon se présenta comme Luffy. Edmund trouva effrayant que le fou agisse de manière amicale, il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait dans la tête de notre garçon. Mudok commença à apprendre sur cet endroit et la langue que les gens utilisaient de Luffy, notre garçon réalisa que cet endroit n'était pas un pays étranger. C'était en fait un monde entièrement différent. La Terre avait une forme étrange et les écrits différaient de tout ce qu'il avait vu auparavant. Dans ce monde, il y avait d'autres espèces en plus des humains, les elfes et les nains existaient. En plus d'eux, des êtres connus comme les hommes-bêtes existaient aussi sur le continent. De toutes les espèces, les plus forts étaient des créatures connues comme les dragons. Mudok pensa qu'ils étaient des lézards avec des ailes. Il y avait aussi des choses connues comme la magie de téléportation et les cercles magiques. Selon Luffy, la magie de téléportation pouvait être utilisée par les mages du 5e cercle et plus, ils dessinaient un cercle magique rond au sol et chantaient un sort. Cela permettait de voyager où l'on voulait, plus la capacité du mage était grande, plus loin il pouvait se téléporter. Pour Mudok, la magie était une sorcellerie inexplicable. Il leva les yeux vers le ciel et se demanda quelles autres choses incroyables ce monde pouvait contenir. Immédiatement après avoir levé la tête, il remarqua quelque chose d'étrange, il y avait 3 lunes dans le ciel. C'était quelque chose qu'il n'aurait même pas pu imaginer dans les plaines centrales. Il se demanda si Wéyon était vraiment celle qu'il avait invoquée dans cet endroit. Tandis qu'il réfléchissait, quelqu'un cria à la fille connue comme Savina, il la supplia de ne pas faire quelque chose. Mudok se tourna rapidement. Il remarqua que quelque chose se passait autour du camp. Savina demanda à l'homme de lui dire pourquoi elle ne pouvait pas faire quelque chose. La fille tenait un couteau et attrapa Annie. Elle demanda à tout le monde de ne pas s'approcher d'elle à moins qu'il ne veuille mourir. Les marchands supplièrent Savina de ne rien faire. Mudok se demanda ce qui se passait. L'homme aux lunettes assura à Savina qu'il pourrait guérir les deux quand ils arriveraient dans la capitale. Il lui dit que la capitale avait beaucoup de mages. Il lui dit qu'il demanderait même une faveur à Edmund. Il la supplia de lâcher Annie parce qu'elle avait peur.
Savina demanda à l'homme dont le nom est Charles s'il pensait qu'elle était stupide, elle lui rappela que les guérisseurs étaient rares même dans la capitale. Elle lui demanda s'il savait combien cela coûtait de guérir une personne. La fille lui dit que l'œuf de l'insecte assassin était logé dans son cœur, elle dit qu'il pouvait éclore en larve à tout moment. Elle lui demanda si quelqu'un pouvait guérir cela. Charles ne savait pas quoi dire à la fille, avec des larmes dans les yeux. Savina lui dit que l'œuf les déchirerait, elle et Annie, quand il éclorerait en larve. Elle leva le couteau et dit que ce serait mieux pour elle de mourir tant qu'elles étaient encore en un seul morceau. Avant qu'elle ne puisse tuer Annie, Mudok lui demanda d'attendre, il lui dit qu'il avait à peu près compris la situation, il leva la main et utilisa son énergie pour arracher le couteau de sa main, il l'assura qu'il les soignerait, il lui demanda de ne rien faire de stupide. Savina ne savait pas quand il avait pris le couteau, Mudok s'approcha d'elle, il leur demanda de s'asseoir. Il dit que le traitement devait commencer maintenant. Edmund demanda à notre garçon s'il connaissait aussi la magie de guérison. Mudok lui expliqua qu'il ne connaissait aucune magie. Il dit qu'il ne connaissait que quelques techniques de guérison qui lui avaient été transmises. Il leur dit qu'ils pouvaient se détendre, Edmund et Charles furent heureux d'entendre cela. Edmund s'approcha de notre garçon et le supplia de sauver les filles, il assura qu'il le rembourserait de tout son cœur même s'il n'avait pas grand-chose. Mudok lui dit qu'il allait aider les filles même s'il ne le demandait pas, il demanda à tout le monde de reculer un peu, il dit qu'il allait commencer le traitement. Edmund demanda à ses subordonnés de reculer. Mudok s'approcha des filles, il leur demanda de ne pas être si tendus, il les assura que cela ne prendrait pas longtemps. Il leur demanda de fermer les yeux et de se détendre. Les filles suivirent ses instructions, Mudok utilisa son énergie pour scanner leur corps, il remarqua que les insectes étaient près de leur cœur. Tandis qu'il cherchait soigneusement, il trouva quelque chose de surprenant, il trouva les insectes dans leur cœur. Mudok remarqua que les œufs n'avaient pas encore éclos, il contrôla doucement son énergie et l'utilisa pour brûler les œufs sans endommager les cœurs des filles. Leurs cœurs brillèrent vivement, les filles lâchèrent un rot après que les œufs eurent été brûlés, Mudok se leva et leur dit qu'il avait résolu le problème. Les filles furent choquées d'entendre cela, elles lui demandèrent s'il était sérieux. Notre garçon les assura qu'il avait détruit les œufs d'insectes, il leur demanda de prendre les choses calmement. Edmund et le reste du groupe furent choqués d'entendre cela. Edmund demanda à Mudok si Annie et Savina allaient bien maintenant. Notre garçon ne comprit pas pourquoi le marchand doutait de lui, il l'assura qu'elles allaient bien. Il révéla aux deux filles qu'il n'y aurait pas d'effet secondaire, il leur demanda de ne pas s'inquiéter. Les filles inclinèrent la tête et le remercièrent. Savina lui dit qu'il était leur sauveur, le reste du groupe inclina aussi la tête et fit de même. Mudok avança et agita doucement la main vers eux. Plus tard dans la nuit, nous voyons Mudok se reposer sous un arbre. Il ne s'attendait pas à ce que la journée soit si stressante, il toucha son bijou et dit qu'il manquait à son amante les jours comme celui-ci, il regarda les étoiles et pria pour qu'il rencontre Wayon bientôt. Le lendemain, nous voyons le groupe voyager vers Baran, Edmund enleva sa veste et la posa sur sa tête. Il se demanda pourquoi il faisait si chaud partout aujourd'hui, même Mudok dut attacher ses cheveux à cause de la chaleur, c'était assez accablant. Luffy lui offrit une bouteille d'eau, notre garçon le remercia et l'accepta. Avant de boire l'eau, Mudok remarqua qu'elle était tiède, il libéra un peu d'énergie froide dans la bouteille et rendit l'eau froide. C'était maintenant beaucoup mieux pour lui. Luffy lui demanda s'il allait bien. Il lui dit que partout il faisait assez chaud. Mudok fourra sa bouteille dans le visage de Luffy. Le garçon fut choqué de voir que l'eau était froide. Notre garçon lui demanda de la prendre. Luffy accepta la bouteille. Il se demanda pourquoi elle était si froide. Mudok lui demanda de la boire. Au moment où il mit l'eau dans sa bouche, il goûta de la glace dedans. Le petit garçon fut heureux de goûter une eau froide si rafraîchissante dans la chaleur accablante. Mudok sourit en voyant l'expression de son visage, il demanda à Luffy si c'était très rafraîchissant. Luffy sortit une autre bouteille, avec un sourire radieux sur le visage, le garçon demanda à Mudok s'il pouvait aussi geler cette bouteille. Notre garçon ne vit aucun problème à cela. Ce garçon l'avait déjà beaucoup aidé, le moins qu'il pouvait faire était de geler sa bouteille d'eau. Il tendit la main et libéra une petite quantité d'énergie froide. Luffy commença à applaudir quand notre garçon lui dit qu'il avait fini, tandis qu'il regardait le garçon, Mudok remarqua que les autres l'avaient entouré. Ils tendirent tous leurs bouteilles d'eau et le supplièrent de les geler pour eux. Ils voulaient goûter l'eau glacée rafraîchissante que Luffy avait bu. Bien sûr, ce n'était pas difficile pour Mudok, mais il savait qu'il pourrait se créer plus de stress s'il accédait à leur demande. Edmund tapa l'un de ses hommes et lui demanda ce qui se passait. Il s'approcha d'eux et demanda à quelqu'un de lui expliquer ce qui se passait. Luffy lui révéla que Mudok avait fait de l'eau glacée. Il lui dit que les aînés voulaient maintenant boire cette eau froide, avec un air étrange sur le visage. Edmund appela Mudok. Notre garçon lui demanda si quelque chose n'allait pas. Edmund s'agenouilla et lui présenta sa bouteille. Il dit qu'il voulait aussi de l'eau glacée. Notre garçon fut surpris de voir cela. Il demanda à l'homme de lui donner sa bouteille. Mudok décida de rester avec cette caravane afin d'en apprendre plus sur ce monde. Ces gens l'avaient déjà aidé à résoudre le plus grand problème qu'il avait. Ce problème était la barrière de la langue. Notre garçon ne voyait pas cela comme une grande affaire de leur donner de l'eau glacée. Il gela l'eau d'Edmund pour lui. L'homme le remercia. Il but rapidement l'eau glacée. Edmund remarqua quelque chose d'étrange. Il dit à Mudok que quelque chose était bizarre. Notre garçon ne s'attendait pas à cela. Edmund lui demanda comment il avait créé la glace. Mudok lui demanda pourquoi il posait la question.
Il lui demanda si quelque chose n'allait pas. Avec un sourire radieux sur le visage, Edmund dit à notre garçon que la glace était absolument parfaite. Il lui révéla qu'il avait essayé toutes les glaces disponibles sur le continent. Il dit qu'il n'avait jamais goûté une glace comme celle-ci auparavant, l'eau glacée était d'un autre niveau pour l'homme. Il dit à Mudok qu'il était vraiment incroyable. Mudok n'avait jamais entendu parler de glace qui soit savoureuse, il dit qu'il avait simplement congelé. Il demanda à Edmund de lui expliquer ce qu'il voulait dire quand il disait que le goût était différent. Selon Edmund, quand on crée de la glace, il est courant d'utiliser les attributs froids du mana dans l'air pour congeler l'eau directement. Cela peut aussi se faire en rassemblant l'humidité de l'atmosphère. Pendant ce processus, des impuretés du mana se mélangent à la glace, cela affecte son goût. Cependant, comme chaque mage a une signature de mana unique, il est rare de trouver quelqu'un qui puisse créer de la glace pure, il est essentiellement difficile d'obtenir de la glace pure. Edmund dit à Mudok que sa glace était incroyablement pure. C'est pourquoi elle avait si bon goût. Notre garçon comprit maintenant pourquoi le groupe avait réagi si enthousiaste. Il ne pouvait pas croire qu'une chose aussi simple que la glace lui valait ce genre de réaction, il eut presque pitié d'eux. Puisqu'il était de bonne humeur, Mudok décida d'en créer plus, avec un sourire sur le visage, il libéra son énergie. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Edmund l'appela monsieur l'épéiste magicien. Notre garçon lui demanda s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Edmund pointa la main vers le ciel et dit qu'il avait une proposition pour lui. Quelques jours plus tard, nous voyons Charles diriger des hommes portant des seaux remplis d'eau. Il leur demanda de porter les seaux à l'arrière du magasin. À l'arrière du magasin, nous voyons Mudok rassembler son énergie. Il l'utilisa pour congeler les seaux d'eau devant lui, il transforma l'eau en cubes de glace. Les marchands applaudirent quand ils virent cela, ils se précipitèrent pour porter les seaux. Tandis qu'il les regardait, Mudok pense à ce qu'il avait mené à cet endroit, la scène change et nous sommes emmenés dans le passé. Nous voyons Mudok choqué après avoir entendu la proposition d'Edmund. L'homme expliqua à notre garçon qu'il voulait relancer son association de marchands en vendant la glace qu'il fabriquait. Il devint nerveux en disant cela. Mudok réalisa qu'Edmund avait un agenda caché quand il n'arrêtait pas de parler de la fraîcheur de la glace. Edmund dit à notre garçon que les mages du 4e cercle qui peuvent faire de la glace sont trop arrogants et finissent par faire de la glace de mauvaise qualité. Il lui dit qu'il devait cibler ce marché. Mudok pouvait voir qu'Edmund n'avait pas d'intention malveillante. Il voulait en fait relancer son association de marchands en difficulté. Notre garçon ne voulait pas offrir ses services gratuitement, il décida de négocier, il dit aux marchands que ce serait un business à 70-30. Edmund lui demanda d'expliquer ce qu'il voulait dire, Mudok lui dit qu'il prendrait 70% des profits parce qu'il fabriquait la glace. Tandis qu'Edmund prendrait 30% pour la vendre, le marchand savait que ce n'était pas une mauvaise offre parce que la glace se vendait comme des petits pains, il décida d'essayer de négocier plus. Il expliqua à Mudok qu'il aurait besoin de chariots pour le transport, de travailleurs qui tireraient ces chariots et de mages qui empêcheraient la glace de fondre. Il lui dit que le coût initial était assez significatif, il demanda à notre garçon s'il pouvait ajuster le pourcentage. Mudok lui dit qu'il le réduirait à 60-40. L'homme fut choqué de voir que notre garçon l'acceptait si facilement. Il sortit un papier et dit à Mudok qu'il devait rédiger un contrat. Mudok accepta la négociation parce que cet endroit était un bon lieu pour lui pour en apprendre plus sur ce monde. Le business marchait en fait mieux qu'il ne l'avait prévu. Tandis qu'ils essayaient de régler les choses, Charles fit irruption dans la pièce. En haletant, il dit à Edmund qu'il devait sortir un moment. Edmund et Mudok furent surpris d'entendre cela. Ils se demandèrent ce qui se passait. À l'avant du magasin, nous voyons un grand nombre de personnes crier. Ils dirent qu'ils voulaient acheter la glace bonbon. Quelqu'un supplia l'association de leur vendre un peu de leur glace. Un homme se présenta comme Arnold. Il dit qu'il venait de la ville de Neuril pour faire des affaires avec leur association de marchands. Edmund demanda aux gens de faire la queue. Ils l'ignorèrent et continuèrent à crier. L'homme ne savait pas quoi faire. Tandis qu'il criait, quelqu'un leur demanda de se taire dans leur tête. Tout le monde fut choqué d'entendre une voix de personne dans leur tête. Edmund se tourna rapidement. Il savait que seul Mudok en était capable. Notre garçon leur demanda de rester calmes, avec un air sérieux sur le visage. Il leur dit qu'ils seraient tous renvoyés s'il y avait encore du bruit. Il leur conseilla d'être prudents. Tout le monde accepta son avertissement. Maintenant qu'ils étaient calmes, Edmund leur expliqua que son association de marchands ne vendait qu'en gros.